Excusez-nous pour le petit retard, un fameux plantage de PC juste avant le démarrage du stream. Voilà, 2 minutes sur l'écran et le PC qui freeze, c'est une bonne nouvelle. Enfin bref, veuillez nous en excuser. Bonjour YouTube pour ceux qui nous regardent en replay. On va pas traîner trop longtemps parce que on a un peu de retard. Donc le sujet du jour, ça va être la formation professionnelle et les technologies. Et comment est-ce que c'est un domaine qui a beaucoup évolué et en même temps qui a du mal avec ses évolutions, ou pas d'ailleurs. Et pour ça, on va en parler avec David Roblin de la société Evoljob et bien évidemment Cédric qui sera avec nous. Bonjour messieurs. Hello. Bonjour. Oh bah, impeccable, impeccable. Ça va? Comme un jeudi soir. Maintenant que tout est en marche, ça va. C'est ça. Ça marche. Oui. C'est exactement ça. Alors oui, je suis un ancien de l'AFPA. J'ai prévu une petite présentation. Oui, c'est ça, on va peut-être pouvoir expliquer un petit peu, effectivement, Oui. les acronymes, tout ça. Voilà. Alors, donc moi, oui, j'ai 15 ans d'expérience dans le secteur de la formation. Je viens d'un organisme, j'étais dans la formation, un organisme qui s'appelle l'AFPA, qui est un des leaders de la formation professionnelle en France. J'ai été à l'AFPA, j'ai fait 10 ans en tant que formateur et 5 ans en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc là, c'était dans la conception et dans l'innovation de formation pour anticiper les métiers de demain. Ça, c'était mon métier. C'était mon rôle. Bon, le monde de la formation, c'est un gros dinosaure. Il y a du mal quand même à accepter des choses, surtout en France, particulièrement en France. Alors on va le voir un petit peu ce soir. Là, c'est fermé dans un gros truc et puis c'est compliqué à bouger pour plein de raisons. Et puis au bout d'un moment, enfin moi j'ai surtout axé mes travaux sur ce que pouvaient vraiment amener les technologies de manière générale en matière de développement de compétences. Et puis bon à un moment peut-être que c'était trop gros pour moi, puis j'avais envie de voir un petit peu ailleurs, donc j'ai décidé de quitter l'AFPA pour créer Evoljob sur un timing resplendissant puisque ça s'est passé en plein premier confinement. Le 20 avril 2020, est né Evoljob. Donc je me suis dit bon bah voilà, t'en as encore fait une belle. Et puis en fait, dès le déconfinement, je me suis aperçu que bah non, le timing était pas si mal que ça parce que ce qui pouvait paraître secondaire jusque-là pour les organismes de formation, pour la formation, pour l'enseignement de manière générale, était devenu une urgence. On a vu, hein, on a tous des membres dans notre famille ou même en suivant aux infos, ce que ça a pu impacter sur les organisations d'enseignement de manière générale, avec les mises en route de formation à distance, mais de manière subie. Enfin voilà. Et puis tout ce qui s'est passé avec les décrochages, alors, il y a la partie des apprenants qui l'ont vécu plutôt de manière décrochage, et puis il y a aussi la partie formateur qui l'ont vécu, puis qui le vivent toujours actuellement. De façon un peu douloureuse. Ouais, donc du coup, moi, mes travaux sont... Pardon ? Oui, effectivement, ça a été très compliqué effectivement pour eux de s'adapter en fait. Enfin, c'est triste à dire, hein, mais oui. Ça a été un gros changement pour l'intégralité du monde pédagogique, pardon, ces confinements en fait. Ouais, ça a été dur parce que... Oui. Oui, ça a été compliqué parce que ça a été de manière subie, vraiment pas préparé du tout. Ça fait des années que la technologie et la formation, alors, les acteurs de la formation savent, connaissent, ils sont des marchés,
ouais, c'est bien, c'est du joli joujou, mais est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et puis il y a eu cet arrêt stop, cet arrêt net qu'on a tous vécu. D'un jour ou l'autre, il a fallu s'organiser. Alors, on voit beaucoup de choses sur les organisations des entreprises, ce qu'ils mettent en place, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils continuent de mettre en place. En revanche, sur l'enseignement et la formation, c'est beaucoup plus long. Alors, on voit beaucoup de choses, des outils, des super outils, mais au final, il y a les acteurs, eux, qui doivent se servir de cette technologie, qui sont pas accompagnés du tout. Donc, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Ouais, complètement. Complètement. Et c'est pas encore pire donc, dans des Evoljob. organismes... Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Et c'est pas encore pire dans des organismes, alors c'est sans finger pointing, hein, bien sûr, mais c'est pas encore pire dans des organismes comme l'AFPA, ou par rapport à l'éducation nationale, typiquement, où enfin, il y a peut-être moins de moyens, moins de budget. C'est peut-être. Parce que je dis là, c'est peut-être un cliché, hein, justement, c'est pour l'enlever, le cas échéant. C'est pas pire à ce niveau-là. C'est que les publics de la formation professionnelle sont là pour toute autre chose. À l'éducation nationale, moi, c'est peut-être un petit peu plus simple à mettre en place. Vraiment pas question de moyens. Parce qu'à l'éducation nationale, on est sur une acquisition des savoirs par le théorique. Donc, que tu joues en présentiel ou à distance, on l'a vu, hein, les plateformes sont... Alors, les profs ont eu un petit peu de mal au début, mais dès que ça s'est mis en route, alors, au début, ils se sont même emballés dès qu'ils ont compris comment marchaient les plateformes. Et puis, ils ont réussi à tenir leur truc. Puis, au final, on a été dans ce qu'on fait en salle de cours. Bon, bah, finalement, qu'on donne les PowerPoint ou les fiches en présentiel ou à distance, ça n'a pas un gros impact. Le problème qui s'est posé à l'éducation nationale dans les écoles jusqu'au lycée, c'est le problème de connexion des enfants. Ça, c'était une autre chose. Mais pour dispenser les apprentissages, ça continuait. En formation professionnelle, on est sur une acquisition des savoir-faire, de la répétition du geste, des choses comme ça. Et là, du coup, ça a été beaucoup plus problématique et c'est encore très problématique. On imagine bien que c'est beaucoup plus dur de suivre une formation de 6 mois de maçon ou de carreleur ou de plaquiste ou voilà, tous ces métiers manuels qui ont besoin d'une répétition, une acquisition des gestes, oui, complètement. en abordant les apprentissages qu'avec des PowerPoint. C'est clair. Ça a été un gros souci. Après, au niveau budget, je ne sais pas. Parce que ça nous a fait rentrer dans une phase où j'ai jamais vu autant de financement, moi, d'aide de l'État, pour essayer que les organismes de formation ou les écoles se mettent à niveau à ce point de vue-là. Le problème, c'est qu'on tombe dans les travers on le voit, hein, c'est beaucoup de solutions et encore plus de solutions technologiques qui leur est proposées, mais pas tellement d'accompagnement à comment je me sers moi, formateur, de ces outils pour que ce soit optimum pour mes apprenants. Les budgets partent encore dans... Moi, j'ai un discours, alors je rencontre des gens, y compris du politique, et puis j'ai des partenariats, je travaille avec des gens du secteur technologique, des développeurs, notamment en réalité virtuelle. J'ai presque envie de dire, là, faudrait pas se faire une pause en matière d'innovation, en technologie, non. Et puis accompagner les acteurs. Non, et puis accompagner les acteurs à maîtriser ce qui existe déjà, parce qu'on en est loin. Parce on est dans un cercle vicieux, parce que voilà, la technologie qui bourre devant, et puis les autres derrière qui rament. On en est un petit peu là en ce moment. Et Evoljob, l'ADN d'Evoljob, c'est ça. C'est d'aller chercher ceux qui rament pour essayer que le secteur technologique et de la formation professionnelle avancent ensemble, puissent enfin se marier un petit peu, et notamment l'immersive learning, la réalité virtuelle. Mais c'est là où on se rend compte quand même que dans les politiques publiques, il suffit pas d'injecter massivement de l'argent dans les entreprises, dans les centres de formation, pour que on arrive à passer de l'un à l'autre et à faire en sorte que ces nouvelles technologies infusent tout de suite et que les formateurs s'en saisissent et en fassent quelque chose. Et que si c'était aussi simple que ça, on serait beaucoup plus loin, je pense, en termes de technologie dans la formation que ce qu'on peut l'être aujourd'hui. Ouais, complètement. Ouais, parce que l'un des problèmes, c'est encore une fois,
ils savent, hein, les organismes de formation, ça fait. Alors, je vais peut-être passer un autre slide. Et continuer. À moins que vous ayez des questions sur. Non, on peut continuer. Là-dessus. Alors, pour finir ma présentation, quand même, l'un de mes objectifs, c'est de pouvoir faire évoluer, optimiser les savoirs pour le bout de chaîne, pour les apprenants. Pour finir un petit peu mon profil, bon, je ne l'ai pas écrit là dans la présentation. Moi, j'ai commencé, par exemple, dans la vie professionnelle à 16 ans en apprenti maçon. Voilà, j'ai eu un parcours un petit peu atypique qui a fait que, à un moment, je me disais, mais il y a des trucs qui marchent pas, quoi. On peut pas apprendre certaines choses comme à l'école. Bon, alors, ma carrière dans le bâtiment s'est arrêtée parce que j'ai eu un accident de chantier et puis j'ai pas pu continuer. Et je me suis tourné vers les métiers de la formation où là, ça m'a paru encore plus gros que je m'imaginais, quoi, de me dire, bah, ouais, mais d'accord, il y a des travers qui vont pas. Et puis avec ces années d'expérience et puis cette expérience terrain, sûrement, je me porte comme tout le monde sur ce qu'on peut apporter de mieux encore au public. Et puis avec le chômage de masse qui arrive, va falloir vraiment accompagner vers les emplois de demain, vers les nouveaux emplois. On sait que là, c'est une décennie un peu cruciale là-dessus. Mais tout le monde s'occupe de, on sort les super outils, les machins, les trucs pour les apprenants, et c'est rare qu'on voit dans les pubs, dans la com, on va s'occuper un petit peu des formateurs et des enseignants. On le voit pas. Donc moi, j'ai décidé plutôt de prendre ce brèche-là. D'accord. Ok. C'est cool. Et bien joué, parce qu'il y a du boulot. Il y a clairement du boulot à faire sur cette brèche-là. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple tous les jours. Hein. Non, ça je veux bien le croire. Mais en tout cas, tu vois, s'il y a bien un truc, et tu disais là au tout début que le fait d'avoir lancé, t'as eu le nez creux en lançant la boîte en plein confinement. Mais moi, je pense que oui, parce que c'est ce que montrent toutes ces technos-là, en fait. C'est que on est capable de faire avec la techno, de l'utiliser correctement pour pouvoir faire de la distance. Et au moment où on en a le plus besoin, on a aussi le plus besoin d'être accompagné. Donc, pour moi, c'est à peu près, c'est cohérent, en fait, d'apporter ce genre de nouveaux discours. Et du coup, moi, j'ai quand même une petite question par rapport à ça. C'est comment est-ce que s'est passé ton lancement ? Est-ce que tu as vraiment galéré ? Est-ce que tu avais déjà des premiers contacts qui ont permis d'enclencher des premières choses ou pas ? Ouais, alors, juste pour réagir sur la phrase que j'ai eu le nez creux, celle-là, je la mettrai entre guillemets, parce que sur le moment, j'étais quand même posé 2-3 questions. Voilà, après, les événements ont fait que, mais le nez creux, je sais pas. J'en suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que j'avais ce projet depuis un moment. Bon, ça faisait un an et demi, à peu près, que c'était en train de mûrir. Et je savais que c'était le moment d'y aller. Voilà. Bon, alors j'aime pas trop dire ça, mais au final, pour l'activité, pour Evoljob, oui, la crise a servi. Forcément. Comment s'est passé le démarrage ? 15 ans en formation, tu imagines bien, j'avais un réseau assez étoffé. Et puis comme forcément très porté vers la technologie, j'avais déjà un premier contact avec qui j'allais travailler déjà en étant ingénieur à l'AFPA, c'est la société Mainbus. D'accord. Et la société Mainbus, quand elle a appris que j'ai quitté l'AFPA, en fait, on s'est contacté très vite. Et on a même démarré des projets, même pour tout dire, quasi avant la naissance d'Evoljob. Donc, enfin, on démarrait le travail. Oui, tout à fait. Le travail de collaboration, on démarrait les projets. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, il y avait d'autres entreprises aussi, pas tout le temps dans la technologie, hein, des autres organismes de formation, des personnes avec qui j'avais pu travailler, que j'ai pris contact assez rapidement. Et une fois que le déconfinement s'est effectué, on est parti sur les chapeaux de roue, mais tout de suite. D'accord. Parce que on venait de vivre ce premier confinement. Et dire, mais il y a vraiment déjà des pistes à aller explorer. Non, ok. Ça marche. Pardon ? Et je dis du coup, et qu'on savait qu'il y en aurait un deuxième, du coup. Non, est-ce que c'est une donnée qui est rentrée en ligne de compte, du coup, à ce moment-là ou... Ouais, alors moi, je l'ai vraiment senti. Ça a été
faut qu'on prépare, faut que ce soit moins catastrophique pour le deuxième confinement. Ça a été ça complètement. dès mai. Hein. Voilà, avec les acteurs que je rencontrais, les acteurs experts de la formation, surtout les organismes de formation, c'était ça. On veut plus vivre, on veut plus le vivre de la manière qu'on vient de le vivre. Ouais, bien sûr. Logique. Donc il y a des choses qui sont, et j'ai pas eu tellement de, enfin, j'ai pas eu de creux, quoi. Ça a démarré, il me semble que le déconfinement c'était le 16 mai ou 11 mai, quelque chose comme ça. Bah, dès le lendemain, j'étais dans des rendez-vous à déjà voir comment on partait sur certains projets. D'accord. Super. Ça te va, Louis? Très très bien, très bien. Voilà, j'étais curieux parce que je savais pas que tu étais de l'année dernière et donc une entreprise confinement. On a les bébés confinement, on a les entreprises confinement. Voilà, j'étais curieux de voir comment un lancement se passait, quoi. Ouais, complètement. Mais moi, je trouve ça génial de rebondir, effectivement, et de ne pas avoir eu peur, parce que effectivement, hein, tu l'as dit toi-même. Alors, c'est pas qu'une question de nez, hein, c'est aussi une question de comment on appréhende le marché, comment on appréhende les finances à ce moment-là. Enfin, tu montes ta boîte, tu te lances, tu vas entre guillemets, tu dis adieu à ta sécurité, parce que j'imagine que l'AFPA c'était quand même une grosse sécurité. Enfin voilà, 15 ans de métier. Ouais, complètement. Voilà, en plein confinement. Enfin, c'est génial et Enfin, ça mérite d'être valorisé quand même. Enfin, voilà, Ouais, après, je sais pas, ça me permet aussi de travailler plus sur mes convictions. La crainte que j'ai pu avoir, c'est quand on est 15 ans dans une grosse boutique comme ça, on vient un peu en autarcie. Le monde extérieur, on en a perdu un peu la visibilité, le marché. Alors bon, moi, quand j'ai eu la chance d'être 5 ans ingénieur pédagogique, je naviguais un peu, j'allais un peu dans les entreprises. Voilà. Mais de me dire, est-ce que vraiment je vais répondre à un besoin? Il y avait la question fondamentale, parce qu'on a eu une petite formation, hein, c'est d'étudier la concurrence. Enfin voilà, tout ça, j'avais pas grosse visibilité. Dès qu'il y a eu le premier confinement, alors il y a eu la naissance des coachs, des ingénieurs pédagogiques, des formateurs. J'en voyais de partout. Je vais me faire défoncer. Je vais pas pouvoir faire ma place. Et en fait, je me suis aperçu que j'allais quand même là où eux vont encore actuellement. Ces années d'expérience, elles m'ont amené une expertise en ingénierie pédagogique et en ingénierie de certification. C'est là qu'il y a un petit problème. C'est ok, c'est bien de se dire ingénieur pédagogique et puis il faut faire une formation pour faire pour apprendre à visser, pour machin, mais c'est comment je valide tout ça et comment les gens qui ont suivi ce parcours de formation ressortent avec une compétence. Ça c'est autre chose. Et l'ingénierie pédagogique et de certification, elle est là. C'est de pas avoir, on en voit beaucoup, hein, on entend beaucoup de choses, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup aussi de formations, des belles coquilles, mais quand on ouvre la coquille, c'est plutôt vite. Ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, donc, et de ce point-là, j'ai pas eu une concurrence féroce. J'ai pas de concurrence très féroce. C'est très particulier. Je sais que je dois, alors ça va un peu mieux maintenant, mais j'ai dû passer beaucoup de temps aussi à décrire mon activité. Par contre, ça a été un truc, voilà, il fallait que moi je sois bien dans mes godasses pour savoir ce que je faisais, parce que pour l'expliquer, j'ai pris conscience assez tôt que je proposais quelque chose de nouveau. Ouais. Je le pensais pas du tout, ça m'a fait bizarre, mais j'ai vu que je proposais quelque chose de nouveau. Alors, en plus, je suis parti sur une vraie ingénierie pédagogique qui vient, et pour faire ressortir la plus-value de l'immersive learning. Alors là, je suis devenu un martien. Ouais, c'est ça. Alors déjà, ingénierie pédagogique, bon, ça peut faire sourire en France. Bon, voilà, je vais pas trash talk non plus. Enfin voilà. Mais effectivement, oui, j'imagine que dans ce milieu-là, quand on parle de réalité virtuelle, je pense qu'on doit vous regarder avec des gros yeux en disant oula, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, à minima, c'est connu comme étant un display de jeux vidéo, et voilà, et dans le meilleur des cas, c'est pas connu du tout, quoi. Dans le pire des cas, pardon. Donc, parfois le meilleur, hein, t'as raison. Des fois, ils connaissent pas du tout, ils ont pas d'a priori. On peut effectivement leur parler de la réalité virtuelle sans qu'ils débarquent en mode les trucs de gamers qui rendent malade, c'est pas pour moi. Ça peut arriver. Moi, j'avais une question justement sur cet aspect, donc l'aspect pédagogie. Moi, il y a quelque chose en France effectivement qui est très puissant, c'est cette notion, et tu l'as dit, hein, de certification.
faut absolument être certifié. Et du coup, moi-même, du coup, j'ai passé mes études. Merde, je vais devoir raconter ma vie de 2 secondes. Je m'excuse à l'avance. Mais du coup, pourquoi je connais un petit peu ce monde de l'assertif, c'est que j'ai fait mes études classiques, généralistes, voilà, informatique, IUT jusqu'à la fac et compagnie. Après, j'ai plus fait d'informatique pendant 5 ou 6 ans, et l'informatique avance beaucoup, avance très vite. Et donc, je me suis retrouvé à devoir reprendre justement ce que moi j'ai appelé une remise à niveau, mais qui finalement est une sorte. J'ai passé les mêmes mécanismes que la reconversion, on va dire, classique de tout à chacun, quoi. Il me fallait une remise à niveau, et donc voilà. Donc, découverte un petit peu de ces diplômes un peu obscurs que personne ne connaît, qui sont du monde, les RNCP, donc les diplômes donnés par le ministère du Travail et compagnie. Voilà. Ah oui, attention, mais. Voilà. Donc là, c'est l'expérience pro. Hein. Sinon, j'aurais pu dire ouais, non, mais attention, moi, les meet-up, je les prépare. Non. donc voilà. Donc j'ai pu connaître un petit peu ces formations-là et ces diplômes-là. Et du coup, je trouve ça génial. Mais cette notion de certification, elle est hyper intéressante. Parce que du coup, j'ai aussi découvert un domaine où effectivement, elle est en surabondance presque. C'est-à-dire qu'on a vraiment des certifications pour tout et n'importe quoi, pour du plus petit truc. Enfin, voilà, on a un décalage entre l'université où pour faire de l'informatique, il faut faire maths sup. C'est-à-dire, autant vous dire qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui développe dans le web des maths, à part des produits en croix et des modules et des modulos, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il fait. Mais pas grave, dans le général, il faut quand même faire maths sup. Et la certification professionnelle, où là, pour le coup, il y a limite une certification, si je parle juste de mon domaine, une certification par limite framework qui existe, et tout ça. Est-ce que du coup, dans le domaine virtuel, est-ce qu'on va retrouver... Est-ce que tu as été obligé de t'adapter à ça, ou est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu penses qui va devoir évoluer aussi? C'est-à-dire avec le confinement, avec tout ça, justement... Parce que là, si je transpose le nombre de certifications et que je me dis, voilà, il faut un programme par certification... on a de quoi alimenter 20 entreprises pendant les 20 prochaines années, quoi. En gros, c'était ça ma question. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense, alors je le dis, hein, je pense pas que l'immersive learning soit encore adapté, pas encore, à la certification. D'accord. Pour moi, c'est bel et bien un outil de formation sur le développement de compétences, mais c'est encore trop jeune pour pouvoir en tirer, pour pouvoir aller jusqu'à la certification en formation professionnelle. Et je vais m'expliquer. Alors, c'est bien parce qu'en plus, il y a le slide là, un petit peu de formation et technologie, un petit peu dans le temps, comme ça, comment ça s'est passé. Okay. Et alors, elle n'est pas encore adaptée à la certification, surtout en France. Et je pense même que c'est le seul pays du monde. Et après, il faut reprendre un petit peu tout ça. Le pourquoi, c'est l'une des premières choses que je me suis penché. Le premier point que j'en ai relevé, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le pays qui a créé le compagnonnage. Cette valeur du travail manuel. Ok. Ah oui, donc c'est les compagnons. Ok, les compagnons. Voilà, bon, alors maintenant on connaît, il reste les compagnons du devoir, mais tous les métiers manuels ont été faits comme ça. Et c'est né en France. Tu viens sur le terrain. Et si tu sais vraiment travailler avec tes mains, voilà, tu seras un bon ouvrier, tu seras un bon maçon, un bon charpentier. Et ça, c'est resté. Alors, c'est resté toujours en fond. Au fil du temps, bon, il a fallu amener des connaissances aussi pour en créer des métiers. À la limite, celui qui faisait la charpente, celui qui faisait les murs, celui qui faisait, c'était le maçon, tout ça. Et puis on en a créé des métiers. Et il a fallu amener de la connaissance. Sauf qu'après, on s'est perdu, puis maintenant, les métiers, c'est que de la connaissance, et puis quand tu donnes un tournevis ou une truelle, tu t'aperçois qu'ils ne savent pas s'en servir. Voilà, ça, c'est le ressenti entreprise. Hein. Environ 63%, je crois, des entreprises disent qu'il y a un gros manque de compétences en sortie de formation. Ça ne vient pas de moi, c'est de vraies statistiques. Et alors, pourquoi pas la certification? Parce que, notamment pour ces métiers-là, tu vas avoir un gros besoin. Alors, c'est aussi vrai pour les métiers de bouche, hein, la pâtisserie. Là. Tu vas avoir besoin d'avoir une correction, d'avoir des jurys de professionnels qui viennent du métier et qui vont aller ressentir des choses que tu peux pas ressentir avec le virtuel.
Vraiment pour une validation finale, pour une certification. Alors, je vais rester chez les maçons parce que forcément, hein, là, c'est chez moi. La planéité d'un enduit, s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas... Tout ça, tu pourras pas encore le ressentir. Et alors, le chemin, il est déjà dur pour l'immersive learning d'aller vers la formation. Si en plus, tu viens en disant qu'on va bouleverser la certification, c'est foutu. C'est fini. Ouais. Et tout le monde. Je pense de toute façon que la modalité n'est pas encore prête. C'est encore un peu trop tôt. Pour certaines choses, oui, hein, on travaille déjà sur des choses comme les habilitations électriques, des choses comme ça où on va quasi jusqu'à la validation. Ouais, parce que c'est très procédural. Mais pas encore. Ouais, voilà. Et puis il y a tout ce truc en France, là, ce gros système de la formation qu'il faut tu montres la patte blanche de la patte blanche pour pouvoir. Alors, un vrai outil en développement de compétences, oui. Encore un peu tôt pour la certification. Mais ça va tellement vite et bien que je dis pas que ça se fera jamais, mais pour le moment, non. D'accord, ok. Ouais, et je pense qu'il faut déjà... Ouais, et pourtant, si on en suit cette logique de 63% des entreprises pensent que ça sert à rien, ou alors que c'est complètement déconnecté, on va dire, de leur monde à eux, ça aurait du sens de dire, bah, c'est pas grave, on va baisser un petit peu la certification, c'est-à-dire qu'on va donner, dans le sens pédagogique du terme, donner en fait les procédures, exactement comme un chirurgien à l'heure actuelle. Hein. Il y a beaucoup de chirurgiens qui utilisent la formation en VR parce que du coup, ils apprennent en fait les différentes procédures. Voilà. Ils ont un schéma bien carré, et finalement, c'est 90% de leur boulot. Sur la partie gestuelle, bah, ils ont autre chose, mais ils ont considéré que déjà, on passe un jalon énorme rien qu'en ayant bien en tête, pour le coup, l'intégralité des procédures. Alors ça s'applique peut-être pas à tous les métiers, hein, mais oui. Ah, mais dans l'acte formatif, c'est même des pionniers un peu dans la santé, mais il y a aussi le nucléaire qui, oui, tout à fait. Où l'immersive learning permet de faire des choses, permet aux ingénieurs de repérer des pannes, d'anticiper même des vis sur les réacteurs. On imagine bien qu'ils pouvaient pas le faire avant dans une formation classique, tout simplement se faire péter un réacteur. Ça peut être un peu dangereux. Oui, ouais. Donc, on a essayé, enfin, voilà, il y a 35 ans, ça s'est mal passé. Oui, voilà. Il y a le secteur de l'aviation, ou même tout ce qui est pilote, conducteur, eux, ça fait longtemps. Et alors pour ces secteurs-là, pour certains secteurs, tu parlais de la médecine, je crois que ça, maintenant, l'immersive learning, c'est 45% de leur cursus de formation. Mais on est bel et bien dans la formation, dans l'acquisition du geste. Parce qu'on peut répéter et revoir et affiner les procédures. Alors maintenant, moi, ça, c'est un de mes discours. Hein. Bon, moi, je travaille avec des formations de bâtiment, d'industrie. Je peine à croire qu'on ne peut pas faire progresser, proposer une vraie évolution en matière d'apprentissage, d'acquisition des gestes, d'affinage des gestes dans nos métiers du bâtiment, de l'industrie, quand on voit ce que ça peut faire dans le nucléaire, dans l'aviation. Ouais. Et dans la santé. Et mon boulot, il est là. Sauf que là, il y a... Oui. Non, vas-y. Je pensais que... Sauf que là, ça demande un boulot plus gros d'accompagnement, d'acceptation des formateurs et des enseignants. Bah, il faut convaincre. Parce que quand tu arrives, surtout en formation professionnelle, je vais rester sur l'exemple de l'AFPA, hein, pour arriver formateur à l'AFPA, c'est un peu le Graal. Tu as une expérience significative dans ton métier, et puis tu passes des tests, et des machins, et des trucs, et puis tu deviens formateur AFPA. Et à partir de là, t'as les super pouvoirs, quoi. C'est moi qui donne le savoir. On en est encore un peu là. Je parlais de compagnonnage tout à l'heure, mais j'exagère pas. Le problème, l'un des gros problèmes de la technologie, et qui plus est vraiment l'immersive learning, c'est faut les rassurer, faut les accompagner aussi au niveau de légitimité. Ouais, tout à fait. Parce que ça, c'est un vrai problème. La technologie, elle est vue, on sait que elle prend pas dans les organismes de formation parce qu'elle est boudée par les formateurs. Et il y a des simulateurs, il y a plein de choses en France qui restent dans les placards. Parce qu'il y a un moment, alors déjà d'une, je sais pas comment vraiment l'utiliser pour que ça serve vraiment à quelque chose de mieux à mes apprenants. Et en plus, si ça me fait passer pour, si ça fait mieux que moi, il y a tout ce cursus-là. Et moi, c'est ce cursus que je veux m'occuper. Okay. Je pense pas que l'immersive learning remplace totalement le formateur, mais les deux, ils doivent travailler de pair. Oui. Par contre, il faut savoir le faire.
Il faut l'intégrer dans le parcours. Ça va changer un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais. C'est la conduite du changement, c'est là où il y a tout, effectivement, et c'est là où, effectivement, toi, tu te trouves, David, et franchement, je trouve que tu as le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'à côté, effectivement, tu as les formateurs qui va. Enfin, tu te bats à la fois, effectivement, contre un système institutionnel et historique. Hein, on le voit au travers du slide. Enfin, je veux dire, voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Ah bah ouais, il y a juste à regarder. Voilà, c'est ça, les dérives, entre guillemets, les dérives. Voilà, qui suis-je pour juger, mais en tout cas, entre guillemets, les problèmes là sur lesquels on met le doigt sont historiques et s'expliquent, hein, malgré tout. Et en même temps, tu es dans des métiers, et ça va être un peu ma question, les métiers que j'ai connus, alors de loin, mais des métiers qui sont très manuels, très terre à terre. Comment est-ce qu'ils prennent je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'ils prennent cet outil, eux qui, alors ça va faire très cliché ce que je vais dire et c'est sûrement pas vrai, mais eux qui du coup vont être justement très dans le manuel et la valorisation en fait de ce manuel. Enfin, je veux dire, comment tu fais pour ne pas avoir en face de toi des gens qui vont dire non mais là moi ton truc là avec tes 2 écrans et tes manettes c'est Voilà. bien beau mais ça va pas remplacer ma taloche que enfin voilà. Comment est-ce qu'on Alors ça, les amène j'ai déjà eu l'occasion. Ça m'est déjà arrivé, hein, là, dans mes accompagnements. J'accompagnais un organisme, le premier organisme de formation vraiment pur que Evoljob a accompagné, c'est un organisme de formation 100% bâtiment. Au moins, on est dans le dur. Alors, il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est qu'il trouve chez moi une légitimité. Je sais de quoi je parle quand je parle à des formateurs, et je sais de quoi je parle quand je parle à des gens du bâtiment. Grâce à ce parcours atypique là, je suis pas un commercial qui vient vendre une. D'abord, je parle vraiment pas d'outils, d'outils technologiques au départ. Moi, je parle d'une modalité, d'une technique à acquérir. Et donc, cet organisme, pour la petite anecdote, hein, forcément, il a été voir un petit peu ses clients, peintres, maçons, enfin voilà, pour dire, bah voilà, on veut s'attaquer à ça. Alors là, t'imagines bien qu'on en a pris. Là, t'apprends pas à être peintre en jouant aux jeux vidéo. Ouais, par exemple. Ça c'est les premières réactions. Et puis, c'est la réaction que j'attends, parce que c'est là qui m'ouvre le boulevard, moi. Ouais, parce que derrière, c'est là que je peux faire aussi le comparatif. OK. Après, bon, ben voilà, hein, on essaye, on met le casque, et puis on essaye des choses. Et puis, quand tu leur démontres qu'ils vont travailler à peu près un tiers de la formation, parce que sur les travaux, sur les choses que j'ai pu faire, moi, je pense que l'immersive learning est efficace un tiers d'un parcours de formation classique. Mais en matière de développement de compétences, quand tu leur démontres qu'ils vont plus pratiquer, plus répéter, et puis qu'ils vont passer sûrement moins de temps en salle, tout de suite, voilà, si tu arrives à leur amener la preuve comme ça, tout de suite, ils acceptent. Ils acceptent au moins qu'on commence à parler et dire oui, ça peut faire les maçons, les carreleurs, les peintres de demain. D'accord. Et très certainement avec, en sortie de formation, des compétences reliées cette fois au savoir-faire, vraiment sur le manuel, plutôt qu'à la connaissance théorique. Okay. Ça, tu arrives à le montrer assez bien alors aux entreprises, aux organismes de formation. Tu arrives à le faire, ça commence à ancrer là au niveau un petit peu politique, mais au moins politique régionale, ouais. Politiques de région qui, eux, œuvrent pour l'emploi. Là, eux, ils sont aussi le nez dans le bousin là, depuis 1 an. Donc, il faut qu'ils essayent de trouver des solutions de partout. Moi, j'ai eu des rendez-vous là, avec des responsables de formation régionaux qui ont été surpris de ce que pouvait apporter l'immersive learning. Et pourtant, je te dis, je parle quasi pas d'outils. Je parle vraiment de la modalité immersive learning. Et les efforts doivent être porter vers ça. Le problème, c'est, encore une fois, j'insiste là-dessus, ils sont habitués à avoir des commerciaux, des gens qui viennent vendre un outil technologique. Ça fait 15 ans que vraiment, avec les plateformes à distance, avec toutes ces choses-là, ils savent faire, ils se sont fait avoir déjà plein de fois. Et ça marche pas. Ça n'a rien fait évoluer. Donc, je pense qu'il faut s'acculturer un petit peu, et là, pour les concepteurs, hein, je parle pour le côté technologique, il faut s'acculturer un petit peu à tout ça, pour commencer à leur parler, oui, voilà ce que ça apporte en matière de développement de compétences. Ouais, parler leur langage, en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'ils sont prêts à l'entendre avec ce qui vient
Ah, David. Oups. Ah. Ah, nous avons eu une petite coupure. Ah, On a perdu David. je vois que le réseau n'a pas tenu chez David. Tac, tac. Ah bah zut. Parce qu'il est plus du tout sur Discord. Ah. Rames. Non mais ouais. il va pouvoir revenir. Ah, c'est un bug. Attends, l'occasion pour moi de tester. Parce que- Ah, tu vois, t'as le nouveau, toi, Rames, en émote. Dis-moi si c'est mieux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Re-David. Re-David. Je sais pas, tu nous as abandonnés. Il y a tout qu'à sauter, moi. Il faut que tu me repartages ton écran et que tu rallumes ta caméra, s'il te plaît. C'est rude de perdre le formateur en plein cours. Alors, on est- je fais ça. C'est ça? Ouais, C'est donc ça. ça c'est bon. Et juste refaire un petit partage d'écran et on sera impeccable. Alors, normalement, tout devrait retomber au bon endroit. Ah, le mien est plus gros. Moi, je vous dis que je suis vraiment pas bon. Désolé. Voilà. Mais en même temps, Non. c'est une belle illustration de ce que tu disais. Tu n'as pas besoin de vendre de la techno, tu as besoin de vendre de l'usage. Là, ce qu'on veut, nous, c'est transmettre de l'information à tout le monde. Ouais, moi, On n'a je pas suis besoin pas de technophile pour le faire. Moi, quoi. je suis pas techno du tout. Ah non, mais pas de souci. Bah, de du souci. coup. C'est aussi ça, les aléas du direct. Mais ouais. Et oui. Et complètement. Et du coup, donc moi j'avais une question. Donc je rebondis par rapport à ce que tu disais parce que c'est formidable et que maintenant on a quand même des études maintenant qui nous montrent que le taux de concentration. Enfin, je veux dire, on peut évaluer le taux de concentration. On a mis des chercheurs du CNRS dessus. On en a interviewé d'ailleurs lors des mardis soirs sur effectivement comment le cerveau évolue, catch les informations, comment ça bluffe le cerveau, comment tout ça. Qu'est-ce qu'ils répondent derrière? Parce que quand on leur dit, par exemple, c'est 20% de concentration en plus, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'ils te répondent, les mecs? Parce que finalement, il y a deux façons de voir les choses. Soit ils vont sauter au plafond en disant 20% de concentration en plus, mais c'est énorme, et juste par le biais de l'apport d'un casque. Ou alors ils te disent, non, c'est pas suffisant, ça va nous coûter trop cher, c'est quoi ton truc? Ils adhèrent pas. Ouais. Ils adhèrent pas du tout. Parce que encore dans une n'importe fois, quel on parle. boulot, ouais, mais parce que dans n'importe quel boulot, quand on va leur dire, voilà, tu peux gagner 20% de vélocité, bah, en général, ils s'auto-plafond. Si je prends l'exemple du bâtiment dans la BIM, voilà, utiliser la réalité augmentée, c'est 40% à peu près de malformation et de coûts gagnés. Je veux dire, Vinci, qui a fait le choix, qui a été les des premiers en France, quand ils font des confs et des retours d'expérience, ils disent, mais on a été con de ne pas faire ça il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, il y avait déjà des outils qui permettaient de le faire, à minima, dans d'autres façons et d'autres outils, peut-être beaucoup plus chers, mais ils le disent eux-mêmes dans leur retour d'expérience. Enfin, comment ça se fait qu'il y ait une telle réticence? Mais c'est parce que ça rejoint, hein, on est finalement dans la suite de la conversation. Ah, c'était fait pour. Tous les exemples que tu viens de me donner, tous les exemples que tu viens de me donner, on parle de prod. Oui. On parle de production. 20%, 15%, Ouais. 25% de production. Là, on est sur autre chose. On dit, oui, il y a de la concentration, oui, il y a ceci, il y a cela. Mais encore une fois, on leur a apporté, à mon sens, comme un outil de prod. Et c'est pour ça qu'ils sont très, très craintifs de l'immersive learning. Je te dis, ils ont trop l'habitude de s'être fait berner par la technologie. Ouais. Alors, on leur dit, ouais, il y a 20 concentrations de prod, il y a machin. Oui, mais j'utilise comment? À quel moment dans un parcours est-ce que ça s'utilise en amont, pendant le positionnement, pendant la régulation, pendant l'initiation? À quel moment vraiment cette technologie elle est efficace? Et ça, personne. À chaque fois, ils n'ont pas l'accompagnement. Alors on leur dit, bah oui, mais regardez les études, parce que ça, je le sais, hein, j'accompagne les études des entreprises de développeurs à affiner leur vision pédagogique. C'est un autre de mes rôles. Alors ça, je m'y attendais pas quand j'ai créé votre job. Mais voilà, c'est un des accompagnements que j'ai. Le truc, c'est d'arriver devant, et en leur vendant comme un outil de prod, en disant, bah ouais, oui, la concentration, c'est mieux de 15%, le machin. Ouais, d'accord, mais comment? Là, il n'y a personne. Ils ne trouvent jamais une réponse de comment j'intègre l'immersive learning dans un parcours pédagogique. Et c'est pour ça qu'ils n'adhèrent pas.
sur les chiffres comme ça, les plus 15, plus 20, pour les plus audacieux, et on le voit chez certaines entreprises, on annonce des plus 80, des plus 90% de concentration, etc. Ce qu'on oublie toujours de dire sur ces chiffres-là, c'est qu'ils sont vrais dans un contexte d'études très spécifique. Ce n'est pas vrai partout, tout le temps. Donc, dans le côté, on va se faire berner. Moi, je le comprends un peu. Et puis, il suffit de voir si on prend l'éducation nationale. C'est pas pour taper sur l'éducation nationale le fiasco qu'ont été les tableaux blancs interactifs, alors que c'est un bon outil. Mais c'est ce que dit David. Les gens ne sont pas accompagnés, ils comprennent pas ce qu'ils peuvent en faire, et du coup, ils se retrouvent plantés. Et Gémobon, qui doit être Grégory, je suppose, dans le chat, nous dit c'est pas facile de comprendre l'intérêt sans pratiquer la VR et la R. Ben oui, ben il faut. En fait, c'est ce que dit David. C'est la première pierre, elle est là. Si t'as pas mis un casque de VR ou un casque d'AR, c'est même pas possible, à mon avis. Et tu me diras ce que t'en penses, David. Hein, mais d'imaginer ce qu'il est possible de faire avec ces technos-là, quel que soit le sujet, si on les a pas au moins utilisés une seule fois. Voilà. C'est pas... Moi, j'ai voulu lancer mes travaux et puis me jeter un peu à corps perdu sur l'immersive learning à la suite d'une première fois où j'ai essayé un casque. Merci beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui met un casque tous les jours, j'ai mon matériel, mais c'est là que j'ai découvert ce que ça pouvait vraiment amener en matière de développement de compétences. Bien sûr que ça passe par cette phase-là, mais ça, c'est l'effet waouh. Une fois que l'effet waouh, il est fini, parce que même les formateurs, quand tu leur mets le casque, ils disent oh ouais, c'est génial. Mais une fois que l'effet waouh, il est fini, bah c'est fini, ça va dans le placard, parce qu'on ne sait pas comment je vais pouvoir m'en servir pour amener quelque chose de mieux à mes élèves ou mes apprenants ou mes stagiaires, on appelle ça comme on veut. Ouais. Il est là le souci. Une fois passé cet effet waouh, on fait quoi? Eux, ils sont devant des groupes de 10, 15 personnes tous les jours. Alors des fois, pour les métiers du bâtiment, j'aime bien, faut déjà les motiver à devoir aller bosser un peu dehors et puis avoir froid ou avoir chaud. Tu leur mets une fois le casque, tu dis ah c'est super les gars, hein, tu leur fais faire une petite séquence d'une minute, 1 minute 30, et puis tu sais pas quoi en foutre derrière. Si toi en tant que formateur, tu sais pas comment l'exploiter au maximum pour que ça développe des compétences chez eux, tu t'en serviras pas. Et si c'est vendu comme un outil de prod, ils s'en serviront toujours comme ça. Il faut leur démontrer vraiment l'apport pédagogique que ça a en plus. Mais est-ce que finalement, enfin, moi j'avais deux questions. Est-ce que du coup, d'un point de vue global, est-ce que la pédagogie du coup est pas réfractaire au changement, premièrement? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et c'est vrai que bon, moi c'est ce qui m'énerve profondément dans mon boulot, hein. Enfin je suis chef de projet et autres, et j'ai horreur qu'on fasse 2 fois les mêmes erreurs. C'est un truc, voilà, on a le droit de se planter, mais on a tout ce qu'il faut, l'amélioration continue, l'agilité, les rétrospectives, on a vraiment tout ce qu'il faut à notre époque pour comme méthodo pour éviter de les reproduire. Et on sait que par rapport à la technologie, on a notamment les profs qui ont beaucoup de mal effectivement à utiliser des nouvelles technos. Pourquoi? Parce que les élèves les maîtrisent mieux qu'eux. Donc effectivement, on a une relation de force qui, soit dite entre parenthèses, dans le monde de la pédagogie, la relation de force, à un moment donné, il faut aussi penser à juste l'enlever, parce qu'elle n'a rien à faire là. Mais bref, toujours est-il que la relation de force, du coup, est complètement bousillé, et du coup ce qui fait que l'éducation nationale ne veut pas utiliser de nouvelles techno parce que effectivement ça les met en mauvaise posture. Là du coup on a une nouvelle techno qui vient d'arriver que justement tout le monde ne connaît pas, et ça serait moi, fort de ce constat-là, la première chose que je dirais à mes équipes, c'est écoutez, sautez sur la prochaine nouvelle techno qui va arriver, maîtrisez-la avant vos élèves. Et en plus, on a de la chance, elle est pertinente dans ce qu'on fait, donc c'est quand même plutôt cool. Qu'est-ce qui fait que du coup on n'arrive pas à avoir ce raisonnement-là? Moi je vois ça de ma fenêtre, hein, Ouais. Ça commence et ça prend. Alors avec des acteurs comme moi qui vont s'appuyer un petit peu sur des choses, et puis en se servant malheureusement de ce qu'on traverse. Alors là, l'exemple qui sert pour le moment l'immersive learning, c'est les plateformes à distance, qu'on poussait comme des champignons là en se disant et puis on voit le massacre que c'est en train de faire, parce que c'est un vrai carnage, hein. Faut voir dans les facs, faut voir dans les lycées, faut voir tout ça. Alors oui, il y a les choses qui se disent sur les réseaux sociaux qui sont plutôt commerciales.
on se redore un peu la cerise aussi aux infos à la télé le soir pour dire, vous voyez, on a mis des choses en place, mais il faut voir le massacre que c'est. Moi, ça, je m'en sers. Là, par exemple, voilà, j'ai créé une formation avec un partenaire, je me suis appuyé sur un partenaire développeur. Je m'en sers en disant, imaginez s'il y a 10 ans, on avait créé une vraie formation, un vrai accompagnement pour les formateurs à distance. Peut-être on ne serait pas dans ce carnage-là. Et je m'appuie là-dessus en disant, voilà, l'immersive learning, les acteurs clés là, un peu en France de l'immersive learning font ça. Ils accompagnent avant de vous mettre vraiment la technologie dans les mains. Voilà, il y a des formations, mais des vraies formations pédagogiques. Hein. Je parle pas des formations parce que il peut y avoir un travers aussi chez les concepteurs. Les formations qui sont proposées, on s'aperçoit que c'est souvent des formations au matériel, à l'utilisation. Ouais, bien sûr. Mais eux, c'est pas ce qu'ils demandent. Ça, c'est oui pour le particulier, mais c'est voilà comment je l'utilise, comment ça fait quelque chose de péda. Comment on se retrouve dans une séquence? Il n'y a que de cette façon. Oui. Il n'y a que de cette façon que cette modalité va pouvoir percer. Elle ne percera pas si c'est encore abordé du côté de l'outil. Ouais, complètement. Ce qui, malheureusement, commence à se passer. Voilà, on a le meilleur outil, on a le meilleur truc. Et tu vois, il y a les confusions qui viennent vite. Bah oui, mais pourtant, il y a les statistiques qui montent. Oui, il y a les statistiques qui montent en santé. Ça fait 15 ans qu'ils y sont. Dans le nucléaire, ça fait 15 ans qu'ils y sont. Et puis avec des gens qui, voilà, se sont jetés vraiment dans le truc. On parle d'ingénieurs, on parle de choses comme ça. Donc, tu vois, il peut y avoir aussi ce truc de dire, ouais, mais là, c'est des ingénieurs, nous, on est des formateurs. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'applique, qui va proposer quelque chose d'énorme en matière de développement de compétences, qui va amener quelque chose vraiment dans l'évolution des métiers. Il est vraiment important de le prendre par le bon bout. Et je pense qu'il n'y a pas que la formation qui doit s'intéresser à la technologie. Là, on est dans une impasse où la technologie doit s'intéresser à eux. Ah, tout à fait. Et c'est typiquement le poste un peu transverse auquel tu t'attendais pas et qui, moi, étant développeur de l'autre côté de la barrière, ça me semble logique, c'est qu'effectivement, nous, on sait développer. Notre métier, c'est de savoir développer. Par contre, on sait pas ce que... Enfin, derrière la plus-value métier et autres, effectivement, il faut que ça soit des sachants du métier qui l'apprennent. Et justement, on a besoin d'être guidé par des gens du métier pour développer correctement les trucs. Et surtout pas laisser faire uniquement les développeurs dans leur coin, parce que là, effectivement, on va se retrouver avec des choses bizarres au bout du compte. Moi, j'avais quand même une question. Dans un monde où, alors, c'est pas toutes les entreprises, mais on sait qu'on va avoir un problème générationnel avec la génération Z. On le sait, le monde du travail est en train de subir à l'heure actuelle un changement assez, enfin en tout cas dans les méthodos, dans la façon de voir les choses et dans l'anticipation, un vrai gros changement effectivement de par cette génération, on le voit sur ton slide, ultra connectée et surtout avec un temps d'attention très faible. Alors, c'est pas qu'ils sont plus cons que la moyenne, hein, pas du tout. C'est juste qu'on est constamment perturbé. Enfin, voilà, c'est donc. Il y a des véritables études sur le marché du travail qui disent peut-être que demain, le boulot de quelqu'un, ce sera du multi-boulot. Et dans ta journée, tu feras plusieurs tâches complètement différentes. C'est-à-dire que tu feras 2 heures de développement, tu feras 1 heure de gestion de projet pour canaliser, en fait, et donc faire plein de petites choses différentes et de façon extrêmement efficace. Ce que je veux dire, c'est que le monde du travail se prépare à bouger d'une façon colossale dans les prochaines années. Pourquoi est-ce que on en est encore à se poser ces questions-là, du coup, dans le monde de l'éducation nationale, qui est censé être la base de ça? C'est-à-dire que l'intégralité du monde se dit, attention, on va vers une génération qui peut poser problème, et réunir toutes les entreprises ensemble dans des colloques, je pense que ça doit être drastiquement plus compliqué que de réunir les rectorats. Pourquoi est-ce que l'éducation, vraiment... Pourquoi il y a un goulot... Enfin, quel serait, à ton avis, le goulot d'étranglement ou... Déjà, est-ce que tu es en accord avec ce que je dis là ou... Ce qu'il y aurait à faire, moi, je suis... Après, c'est de la décision politique aussi. Ouais. Je suis pas... Voilà. Ce qu'il y aurait à faire pour...
Oui, là, on est vraiment dans le politique, dans la décision politique. Mais il y a quand même aussi cette acceptation. On sait que c'est des techniques qui n'ont pas bougé depuis 60 ans, 70 ans. Je te dis, c'est un peu le rapport de ce que je disais là tout à l'heure, il y a un quart d'heure. On est aussi dans le pays qui avons créé beaucoup de choses pédagogiquement. Donc, on voit bien, le professeur et le formateur a migré vers ça. C'était pas ça avant, mais c'est... Alors, malgré qu'on voit plein de trucs, c'est l'apprenant qui prime, mais il y a toujours cette position de c'est moi qui détiens le savoir. Et cette position-là, c'est encore une fois, c'est un problème de légitimité. Vraiment, c'est à pas sous-estimer quand on parle du corps enseignant ou du corps formateur. Alors, je connais un peu moins l'éducation nationale, hein, mais il y a quand même des équivalences. Sur la formation professionnelle, c'est ça. Il y a ce besoin d'accompagnement. Et alors, on les a même aidés parce que, à force de pas trouver de technologie, d'accompagnement à la technologie, on les a placés sur un piédestal, dire, bah, de toute façon, ouais, vous voyez, on est vraiment à un bon niveau puisque personne n'arrive à nous faire évoluer. Ouais. On en est là, on en est vraiment là. Et puis, bon, là, par contre, quand tu arrives avec ce qui se passe, quand même, parce que ça a été quand même un accélérateur. Ce qu'on vit depuis un an, ça a déclenché pas mal de choses chez beaucoup de monde. Mais là, ça se met à cavaler. Moi, ma crainte, elle est que ça nous ramène encore plus dans les travers. On voit bien, pareil, je refais Ouais, j'ai un peu peur de ça, parce que là, ça court de partout. C'est ce que je dis, la technologie bourre encore plus devant, alors qu'il aurait fallu un moment pour dire, bah attendez, on accompagne à la maîtrise de tout ça. Voilà. Moi, je le pense, et je le pense vraiment, mais non, ça bourre, puis les autres derrière sont encore plus à la ramasse. Et pourtant, on voit bien ce qui s'est passé avec le à distance. Le à distance a même ramené la pédagogie 30 ans en arrière. On a des formations qui sont 95% de descendants. Et tu as les apprenants qui disent ah mais bon, suivre 3 heures de cours sur Teams ou Zoom, et puis être sur un PDF, je vois même pas mon prof, je vois même pas mes pairs, je vois même pas tout ça. Ah bon, moi je m'en sers parce que je dis l'immersive learning, il peut le faire ça. Ouais. L'immersive learning peut créer vraiment quelque chose. Ouais. Le présentiel à distance, on peut vraiment le faire, on peut vraiment y aller. Mais ok, alors montre-nous, sors-nous un cahier des charges, sors-nous un référentiel de formation, accompagne-nous à ça. Voilà ce qu'ils me disent, moi, les OF. Bien sûr, bien sûr. Puis de l'autre côté, la technologie, ils disent, alors David, comment ça se passe? Voilà. Ouais. Encore une fois, j'ai créé cette formation qui s'appelle Formateur par la réalité virtuelle, qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, qui est en cours de référencement à France Compétences. Et là, je pense qu'il y aura déjà un vrai pas pour le développement de compétences. Hein, j'ai ramené, on s'occupe de vous, on vous amène une évolution à votre métier, parce qu'après tout, à ces gens-là, ils doivent passer leur temps à trouver des choses pour l'évolution dans le développement de compétences, et puis à eux, on leur apporte jamais rien. On leur apporte des outils. Ouais. C'est très terre à terre ce que je dis. Hein. Très terre à terre, mais il faut peut-être leur proposer, faut qu'ils aient une proposition d'évolution eux aussi. Et tu vois, c'était il y a Grégory. Et je pense qu'il y a j'ai Mobo qui nous disait ça dans le chat, tu vois, il disait où est-ce que c'est là je suis perdu entre les deux PC. Bref, en tout cas, il disait qu'il est peut-être un vieil idéaliste, mais il pense que le formateur doit toujours avoir sa place, et ça peut effectivement être un des risques aujourd'hui sur ce qui peut être proposé sur certains contenus où on va pouvoir quasiment apprendre tout seul. Et un bon exemple de ces contenus-là, je pense, c'est les contenus des gestes premiers secours. On peut avoir l'illusion de savoir à la sortie de la simulation quelle est la séquence de gestes qui fait que, mais on n'aura pas tout le discours autour, la posture, le retour d'expérience des personnes qui l'ont déjà vécu, qui l'ont déjà pratiqué. Et pour moi, et c'est ce que j'entends dans ton discours, on a un besoin aujourd'hui de faire du sens à ces technos pour que pour les formateurs, on arrive à un vrai gain et qu'on soit pas dans ce gadget. Il faut qu'ils soient suffisamment sereins et qu'ils aient suffisamment l'impression que ça crée de la valeur en termes de compétences pour eux et pour leurs apprenants, et que tout le monde y gagne
que ce soit sur du présentiel ou du distanciel, même si aujourd'hui, la notion qui est mise en avant, c'est évidemment le distanciel parce que Covid mais cette situation finira probablement par s'arrêter à un moment ou à un autre et on reviendra à des notions aussi plus présentielles. On l'espère. On l'espère. On l'espère. Alors, oui, il y a besoin, mais bien sûr. Alors, tous mes travaux sont là aussi. Encore une fois, moi, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des choses pour accompagner les formateurs. Oui, il y a besoin de formateurs. Le seul truc, c'est alors, pareil, on leur dit, il y a un changement de posture à avoir. Oui, mais lequel? Moi, je pense que le formateur de demain, qui va commencer à y aller, et puis, alors, moi, je suis vraiment poussé vers Immersive Learning, c'est quelqu'un qui va savoir positionner, avoir un travail avec la technologie pour établir un parcours, et c'est quelqu'un qui va savoir accompagner dans la régulation des apprentissages. C'est une des phases les plus dures à gérer pour un formateur, quoi. Il répète une fois, deux fois, trois fois, et putain, il n'y arrive pas, il est con, quoi. Non, il est pas con, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et l'immersive learning, elle sert à ça. Elle va dire à un moment, ok, attends, lâche ton exercice, viens, on va aller voir ce qui se passe, on va réussir grâce à des capteurs, tu vas réussir à décrire bien les gestes. Je pense que le formateur, la nouvelle posture du formateur, c'est ça. C'est plus quelqu'un qui va avoir la responsabilité de tout le savoir à donner. Ça va être quelqu'un qui va savoir positionner, établir un parcours et réguler. Est-ce que c'était et ça, va falloir l'accepter, va falloir l'accompagner à ça. Est-ce que c'est plus le vieux sage sur la montagne, mais le pèlerin qui t'accompagne sur le chemin, tu vois, si on doit faire des images un peu pourries? Ouais, mais complètement. Mais je veux dire, est-ce que c'était pas une illusion déjà à la base, le vieux sage? Moi, je veux bien à l'époque où les encyclopédies coûtaient 4 mois de salaire. Et je veux bien que le prof, ça soit le côté. Mais depuis les années 2000, on a Internet maintenant, et je suis désolé de leur dire que le savoir, dans 95% des cas, c'est plus eux qui l'ont, quoi. Donc pourquoi est-ce que alors après je suis d'accord, je suis d'accord qu'on va tomber dans un autre syndrome qui est le syndrome que je connais bien moi dans mon métier, qui est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu te sens pas légitime de former des gens parce que justement soit la techno avance trop vite, soit t'es pas forcément le plus à jour possible et autres. Moi je suis senior dans mon développement, expert dans certains domaines, et ben malgré tout, malgré mes dizaines d'années d'expérience et autres, quand un stagiaire qui a bien poncé un sujet en particulier, tellement ça va vite, j'ai des choses à apprendre de lui. Et jamais de la vie, je vais dire à ce petit jeune, écoute, mon gars, moi j'ai 10 ans d'expérience, c'est ma façon qui prime. Voilà. Donc il y a peut-être un mode, effectivement, et de se dire que la pédagogie même, les métiers avancent tellement vite. Peut-être prendre de l'IT un peu, hein, des notions et des retours d'expérience de l'IT pour se dire les métiers avancent tellement vite que effectivement sortir de cette posture de moi je sais tout et au contraire ça impliquerait même bien plus les élèves de dire de coller son prof à condition bien sûr que le prof n'ait pas un ego surdimensionné, le prenne mal voilà, c'est une sorte de jeu, quoi. Mais moi je te rejoins complètement, mais ça, on leur dit depuis je sais pas combien de temps, faut sortir de cette posture de je sais tout. Oui, mais pour la remplacer, pour la faire évoluer, vers quelle posture? On en est toujours là. Ouais. On leur a pas démontré ça, qu'ils pouvaient s'appuyer sur telle ou telle chose pour pouvoir, pouvoir se déresponsabiliser un petit peu aussi peut-être de ce truc-là. Après, avec l'immersive learning, alors pareil, on entend faites des économies dans vos formations. Oui, mais en quoi? Ouais. Il y a des choses. Alors oui. Le fait, parce que dans les formations, alors que je connais bien, c'est sûr que dans une formation classique maintenant, avec les budgets qui ont été serrés et resserrés, je peux te garantir qu'ils peuvent plus répéter 4, 5, 6 fois le geste pour l'économie de matière, pour toutes ces choses. Ça voilà, l'immersive learning peut le ramener, mais pareil, il faut le ramener avec un objectif pédagogique. Tu sais, ils sont habitués. Quand tu es dans le pédagogique, il arrive un moment, tu as cette déformation professionnelle que tout le monde connaît dans ses métiers, toi un développeur, chacun, et puis tout à fait, hein. Tu apprends un peu à réfléchir de cette façon-là. Moi, ça peut être un peu mon cas, je sais que j'ai toujours besoin d'un objectif, comment j'y vais, pourquoi le faire comme ça plutôt que comme ça. Et eux, alors de leur dire, faut que vous changiez de posture, il y en a, mais la majorité. Ok, voilà un outil. Mais on en fait quoi? Comment? Non, mais je comprends. Quand? Pour qui? Pourquoi? Donc,
il est là. Je pense qu'il y a une part de responsabilité. Alors ça, il y a un vrai truc. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année où l'immersive learning peut apporter quelque chose. Ouais, mais il y a une part de responsabilité des deux côtés, quoi. Une part de responsabilité des deux côtés. Je pense qu'il y a un vrai rôle chez les développeurs, concepteurs. Je sais pas quel mot employer. D'accompagner en se souciant un peu plus des emmerdes de terrain que peuvent avoir après, on nous laisse pas. On nous laisse pas faire non plus, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à peu près dans le même cas que toi. Enfin, moi qui milite pour l'innovation, tu peux me croire sur parole quand je te dis que quand je vais défendre un projet d'innovation, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé dans la salle de réunion un espèce de géant, un espèce de méga trou noir dans lequel les dirigeants s'imaginent jeter les liasses de billets directement en se disant voilà, ça va être perdu, ça va être perdu. Donc d'avoir cette notion où le discours est pas entendu et compris, c'est vrai que c'est frustrant aussi. Dans leurs impératifs chez les concepteurs que je peux accompagner, il faut voir un peu le bordel que ça peut être la formation en France, quoi. Bon, France Compétences qui a remis un petit peu tout ça quand même, qui a rangé un peu le bordel, faut l'avouer. Moi j'ai connu vraiment pire. Mais là alors ils ont la gestion, la gestion de la crise. Ils ont la gestion des budgets. Alors, par contre, à l'inverse de ça, ils ont des propositions de budget qu'ils n'ont jamais vues depuis 20 ans pour de l'innovation. Mais innover en quoi, puisqu'on est déjà en retard de 20 ans? Ils ont les référencements. Non, je déconne. Ils ont les référencements qui leur tombent sur le nez. Là, c'est une année assez cruciale pour eux. Là. Alors, je ne sais pas si vous entendez parler de référencement Calliope, toutes ces choses-là. Ceux qui ne seront pas référencés, par exemple, en fin d'année, n'auront plus le droit d'exercer. Tu vois, et puis derrière, on arrive en disant mais nous, on est la solution la plus forte du monde. Voilà. Oui, moi je le pense. Je pense vraiment que l'immersive learning, c'est la seule technologie qui amène des choses. Mais ça se fait pas comme ça. Non, et puis surtout, tu vois, il y a une part il faut que les concepteurs se responsabilisent aussi en leur proposant un accompagnement peut-être autre. Donc déjà en s'intéressant vraiment. mais ça, c'est la base. Il y a des accompagnements qu'on peut proposer avec France Immersive Learning, des choses comme ça. De s'intéresser au secteur des solutions qui conçoivent et qui proposent. Parce qu'on voit partout solutions pédagogiques, mais finalement, est-ce que vous savez, tout à l'heure, tu m'as parlé du RNCP, pour moi, c'est génial. Pas souvent, je vois un développeur qui parle du RNCP, il faut être honnête. S'intéresser un peu à ce secteur-là, et puis de ce que ça leur apporte. Voilà. Parce qu'il y a la responsabilité à ce niveau-là. Moi, c'est ce qui me plaît dans mon boulot. C'est que effectivement, c'est ce qui est extrêmement plaisant dans le métier de développeur, c'est que du coup, tu vas par touche en fait t'intéresser à des corps de métier diamétralement différents. Je parlais des applications de formation pour les chirurgiens. Du coup, tu es obligé de t'intéresser à ce que font les chirurgiens. Là, en ce moment, c'est des diagnostics immobiliers que je fais. Donc, je m'intéresse à l'amiante, à l'électricité, au gaz. Enfin, c'est voilà. Et du coup, on s'intéresse à beaucoup de choses. Par contre, en même temps, moi, je vais donner quand même une petite indication à ceux qui ont l'habitude de bosser avec des boîtes IT et si à notre époque, une boîte IT ne s'intéresse pas à votre cœur de métier en lui-même, en mettant en place notamment par le biais d'un product owner qui fait partie, qui est du coup censé être le client, c'est-à-dire le donneur d'ordre et le sachant côté métier, changer de boîte, vraiment. Le cycle en V, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, si la boîte à qui vous demandez un développement, vous demande de faire un cahier des charges pendant 1 an, et puis derrière, il y aura 3 ans de développement, et puis vous ressortir avec quelque chose. Ça, c'est des choses pareilles qui n'existent plus depuis les années 2000. Heureusement, nos métiers aussi ont évolué, quoi. Ouais, mais après, tu vois, je trouve qu'on peut encore le voir. Et sur la VR, en plus... mais c'est triste. Oui, c'est triste, mais en fait, c'est là aussi où aujourd'hui... Et tu vois, il y a un moment, nous, on parle d'outils. Là, je sais pas, dans le discours, tous les trois, on parle d'outils VR. Je pense que pour beaucoup, c'est même pas encore ancré que c'est un outil et que on peut faire de la sensibilisation sur les accidents de travail, comme le disait Elisabeth dans le chat, ou de la formation, ou de la visite, ou de l'orientation, ou de la gestion des risques psychosociaux, comme on a pu en parler sur d'autres meet-up, et toutes les applications qu'on a déjà pu voir ici ou sur les autres créneaux pro de la Web TV. Mais
déjà arriver à ce niveau-là de compréhension, ça demande d'être allé un peu loin et ça demande d'avoir aussi eu les bons acteurs en face. Quand on voit des entreprises qui sont plus là aujourd'hui, et c'est normal vu le niveau de qualité qui était proposé, bah, il faut qu'on arrive à pousser au-delà de ça, je pense. Il faut qu'on arrive à enclencher un peu plus et vraiment apporter ces réflexions de fond. Et c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Et je pense que sur les produits, sur les concepteurs, ils doivent s'intéresser au monde de la formation, comme dit David, et qui est complexe. En plus, là, avec les réformes qui sont en train de passer, ça devient un carnage, même pour ceux qui avaient un peu compris avant. Voilà, faut réapprendre les choses. Et on le voit, à mon sens, en tout cas, pas encore assez, ou c'est pas encore assez mis en avant par les entreprises qui veulent pénétrer ce marché-là, et ils voient le marché de la formation comme ils voient le marché du divertissement, de la culture, du gaming, et c'est une BU dans la boîte, et c'est les mêmes personnes. Donc voilà, moi je me dis qu'il faut faire attention à tout ça quand même. Ouais, mais sur les process de développement, maintenant, tu as un PO, tu as même la plupart du temps un PPO. Enfin, je veux dire, ton métier, tu le connais. Enfin, je veux dire, tu procèdes par itération, surtout dans l'innovation, surtout dans le machin. Enfin, non, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y a des méthodologies qui existent et le mieux, c'est quand même effectivement d'en informer effectivement tout le monde. Enfin, surtout quand vous bossez dans l'innovation, vous procédez par itération, c'est-à-dire que voilà, vous faites vos développements, ça vous va pas, il y a des modifications, bon bah on fait les modifications, on y va, puis on procède, on fait grossir comme ça un incrément jusqu'à un produit final. On se fait surtout pas développer un jeu, enfin une application, un serious game, n'importe quoi, en donnant un cahier des charges monstrueux et en disant voilà, on se donne rendez-vous dans 2 ans, hein, et puis dans 2 ans j'ai ce que je veux. Non, bah non, ça marchera jamais. On sait que ça marche pas. Voilà, ça on sait que ça marche pas. Ça n'a et jamais pourtant marché. dans l'innovation, ils sont beaucoup à le faire. Ils sont beaucoup. Et plus la matière est complexe, innovante, dure, et plus la boîte prend des risques, et plus elles ont tendance à vouloir proposer ce cycle-là parce que ça leur donne l'impression qu'elles vont gagner du temps. Par contre, tout le monde est perdant au final. Mais pour tout ça, il faudrait aussi peut-être, je sais pas moi, que dans les organismes de formation, quelqu'un soit conscient de ces modes-là, en fait, de ces modes de développement, cette innovation. Enfin, peut-être que le but du jeu, c'est aussi de créer un poste dans ces organismes-là qui fait enfin, ce que je pourrais appeler moi personnellement, enfin, ça peut paraître débile, mais de la veille techno, en fait, de la veille de métier, enfin, des enseignants pédagogiques qui vont pas se renseigner sur le futur. Ça peut paraître bizarre, ce que je veux dire, enfin, ou peut-être un peu violent, ou je sais pas, mais pour moi, il manque tout un pan du métier. Enfin, je veux dire, mais ça, ce que tu viens de décrire, c'est juste la réalité. Ouais, c'est juste comme ça que ça se passe. Imaginez un chirurgien ou un médecin qui ferait pas sa veille technologique. Enfin, je veux dire, ce serait catastrophique. Enfin, complètement d'accord. On en arriverait à des médecins qui vous diraient que le port du masque est inutile. Enfin, ou alors qui remettraient en cause le vaccin et 200 ans de science. Merde, pardon. Excuse-moi. Je crois que je viens de réaliser le monde dans lequel on vit. Non, mais tu vois, mais après, et vas-y, là, alors je vais faire Twitch s'enflamme. On fait très notre autopromo, tu vois. Mais à la décharge des formateurs, quand même, on peut se le dire, le milieu technologique dans lequel on évolue tous là est un milieu qui évolue tellement vite, avec tellement d'acteurs, où tu comprends tellement rien quand t'es pas un peu technophile. Et surtout, si t'as pas pris le ticket d'entrée au début, c'est compliqué. Et c'est là où des initiatives comme on a là sur la Web TV, où on fait plein de créneaux pros pour des pros, où on leur montre ce qui se passe, on leur présente des entreprises, on discute de sujets, on leur fait des news, ça te donne un point d'accroche où c'est facile d'y entrer. Des sites comme sur ETR ou comme l'asso France Immersive Learning, c'est pareil, ce sont des points d'accroche, c'est des éléments de référence, des piliers sur lesquels les gens vont pouvoir venir s'accrocher pour traîner et tirer cette information-là. Et c'est grâce à toutes ces informations-là qu'ils vont être capables de commencer à imaginer ces nouveaux projets, d'aller voir toutes les entreprises françaises qui font un travail formidable et de dire déjà mettez-moi un PO parce que c'est bon, ils auront retenu après la démonstration et mettez-moi un produit où vous vous intéressez à ce que je fais et où on fait avancer les choses. Voilà, et moi je pense que là il y a un vrai enjeu et il faut plus d'initiatives comme ce qu'on est en train de faire ici. Et il faut qu'on soit le plus... Oui, parce que autrement tu te retrouves... Autrement, tu vas te retrouver, alors c'est ce que j'essaye de faire, moi, à mon échelle, mais tu vas te retrouver avec
là, pour le moment, puis ça se passe comme ça. Hein. Alors, les concepteurs, ceux qui créent les solutions, qui sont dans leur petit monde, Ouais, dans leur et but. qui échangent toujours sur leur truc. Et puis la formation, pareil. Bon, moi, ce que j'essaye de faire, c'est, je me suis mis au milieu. Dire, attendez les gars, vraiment, il y a un vrai truc à vous réunir. Ouais. Faites confiance. Parce que autrement, tu avances. Alors, tu as la technologie qui maîtrise pas bien du tout le secteur de la formation, mais qui dit, ouais, nous, on sait vraiment comment que la formation, il faut qu'elle évolue, sans savoir même où ils en sont actuellement. Là, il est un peu là, on est dans un vice et puis on est toujours dans le même. Et la technologie en formation, ça a toujours été comme ça. Ouais. Entre ceux qui savent pour les autres. Non, puis je suis d'accord pour l'avoir vécu. Honnêtement, le côté que je disais, donc qui est naturel en fait dans mon boulot, mais alors, qui est complètement contre-intuitif dans la plupart des autres boulots, qui est le fait justement de se dire voilà, c'est pas parce que j'ai 10 ans d'expérience que je vais pas me faire défoncer par quelqu'un qui sort de l'école. Sur un sujet bien précis. Alors c'est sûr que voilà, bien évidemment que j'ai d'autres façons de valoriser mon expérience. Heureusement quand même. Mais voilà, mais je peux pas avoir raison sur tout à partir du moment où le sujet et le périmètre est énorme. Ça paraît logique, mais j'imagine que dans beaucoup de cœurs de métier, c'est un peu différent. Combien on envoie des apprenants revenir de l'entreprise ou essayer d'apprendre en fait ce qu'ils ont appris en cours à leur boss. Et le boss qui est là pour dire non mais mon gars, moi ça fait 20 ans que je bosse comme ça, tu me la mettras pas à l'envers, tu m'apprendras pas. Alors que finalement le gamin il avait raison. Enfin je veux dire c'est juste la continuité logique en fait de son métier et autres. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc vraiment profond à changer parce que quand le gamin il va arriver plus tard en disant alors attends moi en cours j'ai vu ça, faudrait faire comme ça et je l'ai vu dans un casque de réalité virtuelle. Alors le patron c'est même pas c'est même pas moi je fais comme ça depuis 10 ans, tu vas pas me la mettre à l'envers, c'est arrête de fumer bonhomme et rentre chez toi, voilà, tu dois avoir de la fièvre, tu vas chez le directeur, t'es viré. Voilà, c'est ça, tu dois avoir de la fièvre, là va te reposer 2 jours. Voilà, donc ouais, je pense qu'il faut vraiment faire un truc quand même en profondeur. Et je pense que pour ça, je pense que pour que le monde du travail, la formation, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, la formation dans le monde du travail évolue, il faut aussi qu'elle soit accompagnée par le monde de l'éducation, non? Ou alors c'est vraiment 2 mondes complètement différents. De l'éducation nationale, j'entends. Enfin, tu vois, qu'il y a une espèce de prise de conscience nationale, en fait, peut-être, non? Bah, alors, oui. Alors, dans le monde idéal, je demande à 2 mammouths de bouger, donc c'est impossible. Mais là, le problème, c'est... Alors, tu vois bien la relation que peuvent avoir les deux. Si t'es pas bon à l'école, là, c'est même les profs, hein, tu seras dans le pro. Ouais. Oui, déjà là, il y a un problème. Alors, imagine pour eux, pour les réunir vraiment pour quelque chose, parce qu'on entend, là, c'est le mot à la mode, moi, ça me fait un peu rire, enfin un peu pleurer même, le parcours tout au long de la vie. Non, il y a déjà une grosse coupure au moment où tu te présentes devant une personne qui s'appelle le conseiller d'orientation au collège et qui, par rapport à tes résultats en connaissance, va dire bah non, tu pourras jamais. J'aimerais revoir, moi, à la limite, mon conseiller d'orientation qui m'a pas envoyé dans une filière générale, hein, comme je vous l'ai dit en début d'émission. J'aimerais le recroiser maintenant. Je pense pas qu'il aurait misé sur moi comme ça. Et tu vois, le monde de l'école et le monde pro, c'est compliqué. Alors, qu'ils aient une fusion comme ça, oui, je le souhaite. Moi, mais alors là, ça va demander encore plus de boulot que le but de l'émission aujourd'hui. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, mais au fil de la discussion, je te dis, moi, je vois bien le gamin de 16 ans arriver vers son patron, je sais pas moi, maçon ou autre, dire voilà, putain, c'est pas comme ça qu'on fait. Je l'ai vu dans un casque de réalité virtuelle et machin, et le discours encore moins passé. Enfin, ouais, mais le discours ne pas passer du tout au niveau du patron. Alors, je sais que derrière, ça va faire un clash générationnel et machin. Enfin, il y a moyen de le gérer, hein, mais c'est vrai que. Ça je pense finira par marcher. Ça va être long. Ça finira par marcher. Oui. Parce que le patron, il aura appris comment intégrer ses nouveaux stagiaires en réalité virtuelle. C'est ça la réalité. C'est comme ça que ça va finir. Non, mais. Oui, si à un moment donné, on le prend par le bon bout, je pense vraiment. Hein. Je pense vraiment qu'il y aurait des évolutions de cet ordre-là. Hein. J'y crois vraiment. Ouais, bah, complètement. Ah, mais... Des choses pour préparer, tu vois, plutôt dans la phase préparatoire d'un métier. J'y crois vraiment. Bah, en tout cas, moi, j'œuvre pour ça tous les jours.
Ah non, mais Et- tout et à bah, fait. Tout à fait. c'est pas ça. Mais Et tu as messieurs, tout là-dessous, tiens. ça sera le mot C'est de la pas fin simple. parce qu'on a les news dans pas longtemps. Donc il va falloir qu'on coupe, même si la discussion est passionnante. En tout cas, David, merci beaucoup d'être venu faire cet exercice avec nous. C'était un plaisir pour moi. En Merci tout à cas, vous. le chat aussi qui a bien interagi. Je pense que ça a plu à tout le monde. Donc Ouais, on nous avait demandé d'être un peu plus optimiste. Alors j'espère qu'on vous a pas cassé l'ambiance. En tout cas, on est désolé si c'est le cas. Mais non, bien évidemment que enfin, voilà, ça va être beaucoup de travail, mais ça va se faire tout ça. Ça va se faire sans problème. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à Merci. tous les deux. C'est toujours un plaisir de faire ces émissions avec vous. Merci le chat. Vous êtes nombreux ce soir encore, là, de plus en plus nombreux, et ça nous fait très très plaisir et d'avoir de plus en plus Merci à vous. d'interactions comme ça. Donc YouTube, pense à venir avec nous en live parce que c'est vachement plus sympa que sur les replays. Vraiment. Donc on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai un trou de mémoire. Qui est avec nous la semaine prochaine? La semaine prochaine, ça sera Matt Digital qui viendra nous parler de logistique en VR. Justement, on parlait des freins pour lever, l'accompagnement, etc. Et ben, on va venir parler de la logistique parce que c'est un sujet. Et puis voilà. En attendant, ne bougez pas, restez Tout à avec fait. nous parce qu'on revient dans 5 petites minutes avec le reste de l'équipe des news pour XR 360, votre créneau d'information de la semaine pour tout comprendre à l'univers de la VR. Merci beaucoup. C'est ça. On va Merci, balayer l'actualité. Merci David encore une fois. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur ce stream, à follow la chaîne. Comme ça, vous serez au courant, hein, tout simplement. Lorsqu'on fait des lives, vous recevrez un petit mail, vous serez notifié éventuellement et vous pourrez participer. C'est ça. Et les replays sont sur les chaînes YouTube secondaires de ETR Live. C'est ça, ETR_Live. Ouais, tout à fait. Et le replay sur France Immersive Learning aussi. Voilà, en tout cas, moi on vous J'ai dit changé de nom. à la semaine prochaine.